suis très heureuse d'être ici ce soir pour partager avec vous mon expérience dans le domaine de l'anticipation et plus particulièrement dans le domaine de l'anticipation en tennis et les possibilités d'entraînement de ces diverses habiletés. Pour commencer mon propos, je voudrais vous raconter une petite anecdote tennistique qui s'est déroulée il y a une dizaine d'années. Je cherchais alors des partenaires d'entraînement et puis un de mes collègues me propose de jouer avec un homme un petit peu âgé et affaibli physiquement. On commence à s'échauffer tranquillement et puis mon collègue vient me voir, il me dit « Si jamais vous faites un match, laisse-lui des points d'avance, il faut un petit peu équilibrer le rapport de force. » Bon, j'hésite un petit peu, connaissant mon collègue. Je préfère me taire et puis on attaque la partie. Je commence à servir, première balle de service, retour gagnant. Bien joué. Je mets de l'autre côté, première balle de service, sans bouger, retour gagnant. Ah, alors là, je commence à essayer de varier un petit peu mon jeu, de jouer haut, long, court, le faire courir, j'essaye de taper un petit peu fort dans la balle. Résultat des courses, je finis épuisée, je perds 6-4. Je vais remercier mon partenaire du jour et puis il me félicite pour mon intelligence de jeu. Papy, venez de me coller 6-4 en marchant et il se permettait de me chambrer pour mon intelligence de jeu. Je vous avoue, je suis sortie un petit peu vexée du terrain et je croise mon collègue, petit sourire en coin, qui me dit « Alors, tu lui as laissé des points d'avance ?» Et c'est le moment où il m'a avoué que j'avais eu l'honneur de jouer contre un ancien quart de finaliste du tournoi ATP de Rome, qui, vous pouvez l'imaginer, avait encore quelques petits restes tennistiques. Du coup, la morale, finalement, de cette petite anecdote, c'est que dans tout rapport de force, on va tous avoir des qualités, on va tous avoir des points forts et des points faibles, et finalement, très souvent, l'intelligence et la ruse vont permettre de pallier à une force peut-être un petit peu moins importante. Ça nous renvoie à la référence biblique de David et Goliath. Le jeune berger d'Israël, David, a été obligé avec sa fronde de ruser pour venir à bout, pour vaincre le géant philistin Goliath de 2,80 m. Pour ceux qui ne sont pas très au clair sur les références bibliques, je pense que le cartoon de Tom et Jerry va vous situer un petit peu l'action. Et oui, Jerry est tout le temps obligé de feinter pour échapper à toutes les attaques de Tom qui tente de l'attraper. Dans le domaine du tennis, on a chaque joueur a ses propres qualités, des qualités physiques plus ou moins importantes. Et puis, le jour où Ivan Karlovic a joué Olivier Rochus, deux joueurs professionnels, ils n'ont pas eu les mêmes armes ce jour-là sur le terrain. Olivier Rochus a certainement été obligé de jouer avec un peu plus de finesse, un peu plus de justesse tactique, voire d'anticiper pour réussir à renvoyer les frappes très puissantes d'Ivan Karlovic. On en vient donc au thème central aujourd'hui, qu'est-ce que l'anticipation ? Pour ma part, je vais vous parler de l'anticipation en tennis. Qu'est-ce que ça veut dire anticiper en tennis ? Anticiper en tennis, c'est partir, faire un choix avant la frappe de l'adversaire. C'est-à-dire que je n'ai pas d'informations sur la trajectoire et pourtant, je fais le pari, la balle va aller sur la droite ou sur la gauche. Comme dans tout pari, si je réussis, le bénéfice est important. Si j'échoue, le risque est très grand et le risque au tennis, c'est le contre-pied. Je vais vous montrer deux petits exemples. Dans ce premier exemple, vous avez le joueur en haut qui anticipe avant la frappe du joueur en bas. Donc sur un petit arrêt sur image, vous voyez que le joueur en bas n'a pas encore frappé la balle, que le joueur en haut est déjà parti, ce qui va lui permettre d'ajuster le passing sur un point qui, pour le coup, était très important puisque c'était une balle de break. Donc, un bénéfice très important de son anticipation. Dans ce deuxième exemple, on va avoir le joueur en bas qui va se retrouver en situation défavorable puisque le joueur en haut vient à la volée. Du coup, il anticipe et son adversaire joue dans l'espace libre. Donc, vous allez voir le joueur en haut qui monte au filet, qui met en difficulté le joueur en bas, qui va anticiper la volée courte croisée, donc il commence déjà à partir de l'autre côté et la balle est posée dans l'espace libre. On dit tout le temps, très souvent, on entend les commentateurs dire « anticiper, c'est fondamental au tennis ». Tel joueur, il a un bon œil, il voit tôt la balle, il a une bonne lecture du jeu. Mais il faut bien différencier l'anticipation, qui est le pari, je pars avant la frappe de l'adversaire, d'une prise d'information qui me permet
de présélectionner une action. Du coup, la base de mon travail de thèse a été de quantifier cette anticipation dans le tennis masculin de haut niveau. Alors pour cela, on a analysé 3000 frappes de balles de joueurs du top 10 ATP. Sur ces 3000 frappes de balles, on a relevé environ 10% d'anticipation. C'est-à-dire qu'il y a environ 300 frappes de balles dans lesquelles on a un joueur qui est parti avant que son adversaire ne frappe la balle. Sur l'ensemble de ces 3000 frappes de balles, on n'a relevé que 2% de contre-pied. Ce qui veut dire que les joueurs sont capables de prélever une information qui est très pertinente, même avant de lire la trajectoire de balle. La question qui se pose alors à nous, c'est ces 300 frappes de balles, quand est-ce qu'elles ont lieu? Dans notre étude, on a relevé 7% d'anticipation quand les joueurs sont en situation favorable. Je suis en situation favorable, je prends mon temps, il n'y a que 7% d'anticipation. 8% d'anticipation ont été relevés dans les situations neutres, ce qui veut dire que les joueurs ont tendance à utiliser des stratégies qui sont très conservatrices. Quand ils ne sont pas en difficulté, ils ne prennent pas le risque d'anticiper, parce que si ils anticipent juste, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est intéressant, mais s'ils sont pris à contre-pied, le point est très souvent perdu. Par contre, quand dans le rapport de force, je suis en situation défavorable, ça veut dire que je suis en crise de temps. À un moment donné, il va falloir que je me donne du temps pour avoir une chance de renvoyer la balle. Donc en situation défavorable, on a relevé 79% d'anticipation. La question qui se pose à nous maintenant, c'est comment les joueurs anticipent. Les joueurs, on sait que les joueurs sont capables d'analyser la posture de l'adversaire. Par exemple, l'orientation des épaules avant la frappe donne des informations sur la trajectoire à venir. Mais dans nos anticipations, dans l'étude qu'on a menée sur ces 3000 frappes de balles, on a vu que très souvent, l'anticipation avait lieu bien avant que l'adversaire commence à bouger. Ce qui veut dire que les joueurs utilisent de l'information tactique. On a beaucoup de cas où les joueurs sont déportés d'un côté du terrain, l'autre côté du terrain est ouvert et donc les joueurs vont jouer dans cet espace libre. Les joueurs sont également capables d'utiliser de l'information sur les connaissances de l'adversaire et de ses schémas de jeu. Par exemple, on a des joueurs qui, systématiquement sur un smash, vont jouer toujours la même zone. Et au fur et à mesure du match, ça fait 3 fois qu'il m'a mis le même coup gagnant, donc je vais pouvoir utiliser cette information-là pour anticiper. Enfin, on sait que la connaissance du contexte peut nous permettre de nous donner des informations sur l'anticipation. Roger Federer, ex-numéro 1 mondial, quand il a une balle de break, il sert très souvent lifter extérieur pour repousser son adversaire, éviter un coup gagnant et donc rentrer dans l'échange. Ça, c'est une tactique qu'il emploie très souvent sur ses balles de break. Dans le domaine de l'anticipation, maintenant qu'on le sait un petit peu quelles sont les informations qu'on peut utiliser pour anticiper, la question va être d'être capable d'entraîner nos jeunes joueurs. Je vais vous raconter une autre petite anecdote. Il y a quelques années, j'emmène mes jeunes joueurs en tournoi. Ils jouent, puis j'ai un de mes enfants, pendant tout le match, il joue le coup droit de l'adversaire, qui est son point fort. Quand il sort du terrain, je suis un peu étonnée, je l'interroge. Je dis, mais pourquoi tu joues son coup droit? Et là, il me regarde en me disant, non, j'ai joué sur son revers. Mais en fait, il était tellement égocentré par ses problèmes techniques qu'il ne s'était pas rendu compte que son adversaire était gaucher. Et c'est une anecdote vraie. Parce que nos enfants, déjà, ils sont égocentrés. Donc, du coup, la première étape, c'est la prise d'information sur l'adversaire. Est-ce qu'il est grand et il risque de servir fort? Est-ce qu'il est petit, droitier, gaucher? À partir de là, on va pouvoir analyser. OK, est-ce que son coup droit et son coup fort, son revers, est-ce qu'il est bon sur les balles courtes? Est-ce qu'il se déplace vite? Et à partir de là, on va répondre à la question, comment faire pour battre mon adversaire? Quelle va être ma stratégie? Comment je vais réussir à mettre à mal mon adversaire? Quand on a réglé un petit peu ces questions par rapport à son propre jeu, on va essayer dans ce rapport de force d'aller voir, quand mon adversaire est en position de force, comment faire pour le contrer, voire anticiper les coups qu'il va essayer de jouer pour me faire perdre le point. Pour cela, on a plusieurs méthodes d'entraînement qui sont possibles. La première méthode, c'est justement d'aller analyser un petit peu le jeu des adversaires. On va aller les voir en amont, on va essayer de voir un petit peu comment ils jouent, et on va aider nos jeunes joueurs à analyser le jeu des adversaires. On sait très bien que dans les sports collectifs, les séquences de visionnage vidéo sont très importantes avant d'aller rencontrer la future équipe le week-end prochain.
On sait également que les gardiens de but, par exemple au foot, ont des petites fiches statistiques sur lesquelles sont notés les tirs préférentiels des tireurs de pénalty potentiels. Une deuxième possibilité, c'est aussi de leur faire travailler la prise d'information en situation favorable. Quand je suis en situation défavorable, je suis en crise de temps et en plus, il faut que je prélève de l'information. C'est compliqué. Donc déjà, si je suis capable, en situation favorable, par exemple au moment de jouer un smash, de prendre de l'information, de regarder si mon adversaire s'est déplacé et d'aller jouer tranquillement dans l'espace libre, ce serait déjà une première étape dans ce rapport de force. Enfin, on sait maintenant que grâce aux nouvelles technologies, on peut commencer, grâce à la réalité virtuelle, à s'entraîner contre des avatars. Je vais vous montrer un petit exemple de football réalisé par l'Université de Méditerranée qui s'appelle le Paragol. Grâce aux lunettes et à des capteurs placés ici sur le gardien de but, l'environnement bouge en fonction de ses mouvements. Et donc là, par exemple, ils ont supprimé le frappeur et le gardien de but doit bouger uniquement grâce à la trajectoire du ballon. Nos collègues de l'Université de Rennes sont en train de modéliser des avatars sur des joueurs de tennis pour travailler le retour de service en situation virtuelle. Une autre possibilité, c'est tout simplement de travailler sur de la vidéo. Alors, est-ce que vous êtes prêts à jouer avec moi ? Attention, ça va aller assez vite. Et on n'a pas pris n'importe qui. Vous allez anticiper contre Roger Federer. Vous êtes le joueur en bas. Dès que l'écran devient noir en bas, vous devez répondre si Roger Federer joue long de ligne ou croisé. C'est à vous de jouer. Donc là, attention, il va frapper croisé. La balle revient. Attention, c'est à vous. Long de ligne. Vous êtes capable d'anticiper contre Roger Federer. On a arrêté la vidéo avant la trajectoire de balle. La dernière question que je vais vous poser ce soir, c'est « Et le joueur de demain ?» Entre 1978 et 2015, la moyenne de taille pour les joueurs du top 10 ATP, donc les 10 meilleurs joueurs mondiaux, la moyenne de taille, elle a augmenté d'environ 10 cm. On a des joueurs qui ont une préparation physique qui est vraiment très pointue, très précise. Ils sont très grands et très puissants. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est « Et si le joueur de demain, c'était le joueur le plus malin ?» Je vous remercie pour votre attention. Merci.